Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Cette céréale nourrit les hommes depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, je vous parle du riz. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. L'origine connue du genre Oryza, c'est-à-dire du riz, se situe en Eurasie il y a 50 milliers d'années. Mais son ancêtre, lui, provenait d'Afrique. Certains pensent que l'arrivée du riz en Asie implique un transport récent, c'est-à-dire le voyage des humains, mais l'école de pensée la plus forte penche plus sur des transports anciens liés aux migrations animales, ce qu'on appelle la paléodistribution. Alors, ce seraient les animaux qui auraient transporté les graines, qui les auraient déféquées et qui les auraient piétinées sur le sol. Alors, ce sont trois facteurs qui sont favorisants. Et qu'ensuite, la domestication, c'est-à-dire la culture, a prolongé les déplacements. La riziculture, au fil du temps, c'est la collaboration étroite entre l'homme et la nature, basée sur des traditions qui sont ancestrales. La riziculture en terrasse, comme on le voit dans les paysages de Chine ou au nord des Philippines, est un exemple impressionnant. Ça donne un paysage magnifique. Ça fait plus de 2000 ans qu'on cultive le riz de cette façon-là. Alors, dessert réconfortant par excellence, le pudding au riz. Pour cette recette-là, vous allez avoir besoin d'1 litre de lait, une demi-tasse de riz arborio, un tiers de tasse de sucre, une pincée de sel, une cuillerée à thé de vanille et si vous le désirez, vous pourriez ajouter des raisins secs et de la cannelle. Moi, aujourd'hui, je ne le ferai pas. Alors, dans une grande casserole à fond épais, on va combiner le riz, le lait, le sucre et un petit peu de sel. Et on va porter à ébullition en brassant. Si vous utilisez de la cannelle et des fruits secs, on les met aussi. Le lait, c'est super important que ce soit du lait 3,25 % parce que plus que le lait est gras, plus que votre pudding va être épais et onctueux. Si à la maison, vous n'avez pas de lait 3,25 %, mais que vous avez un petit restant de crème, alors prenez la crème. Tu sais, dans le fond, c'est de s'organiser pour avoir 1 litre ou 4 tasses de liquide. Alors, j'ajoute à ça une touche de sel, c'est vraiment pas beaucoup. Dans le fond, c'est juste pour faire ressortir le goût du lait. Et mon sucre. Je vais brasser ça et porter à ébullition en brassant tout le temps. Et ensuite, je vais baisser mon feu tout doux pour que ça mijote pendant 50 minutes, 1 heure à peu près. Mais il faut surveiller de près parce que ça déborde facilement. La production mondiale de riz l'année dernière, c'est-à-dire en 2021, est évaluée à 517 millions de tonnes. Les principaux pays qui sont producteurs de riz sont la Chine, l'Inde. Ces deux-là, ensemble, c'est 50 % de la production mondiale, suivi de l'Indonésie, le Bangladesh, le Vietnam et la Thaïlande. Ces 6 pays couvrent à eux seuls près de 75 % de la production mondiale. Une des particularités du marché rizicole, c'est que le riz ne s'échange pas beaucoup sur les marchés mondiaux. C'est moins de 10 % du volume produit qui est échangé entre pays. Parce que cette céréale-là est autoconsommée dans les pays qui sont producteurs. Je veux souligner ici que même si la Chine est le premier producteur mondial, elle est aussi le premier importateur de riz. Ça veut dire que pour suffire à sa demande, elle doit importer encore 5 millions de tonnes dans son pays pour nourrir toute la population. Donc, les pays qui exportent le riz aujourd'hui sont dans l'ordre l'Inde, la Thaïlande, le Vietnam et le Pakistan. Même les États-Unis exportent du riz vers la Chine. 50 minutes que ça l'a pris. Alors, on est rendu à ça. Ça l'a collé une petite affaire. Ça arrive très souvent quand on fait ça, mais c'est pas tant grave. Alors, je vais ajouter ma vanille.
Je vais mélanger ça bien comme il faut en évitant de gratter le plus possible le fond du chaudron, là. Et je vais porter ça au frigo jusqu'à temps que ce soit assez froid pour pouvoir le manger. C'est sûr que ça se mange froid, mais je vous garantis que manger ça tiède, là, on est au paradis. Là, inquiétez-vous pas, le pudding devrait épaissir en refroidissant. Le riz, c'est une championne de la survie. En fait, son aptitude à s'adapter aux environnements les plus rudes a été un facteur décisif dans sa conquête triomphale du monde. Aujourd'hui, le riz est cultivé sur tous les continents, à l'exception de l'Arctique et de l'Antarctique, et dans plus de 100 pays. Mais avant tout, dans les régions tropicales et subtropicales où est-ce que le climat est humide et chaud, c'est beaucoup plus facile. Il existe même des variétés de riz qui prospèrent jusqu'à 2000 mètres d'altitude et d'autres qui résistent à des sécheresses et des maladies sans dommages durables. Le riz, c'est un champion de l'endurance. Il pousse aussi bien dans les creux au-dessous du niveau moyen de la mer que sur des hauteurs jusqu'à 2000 mètres d'altitude, que sur des sols tout à fait normaux en alternance avec d'autres cultures, dans les marais naturels ou dans les régions inondées. Dans l'histoire de l'humanité, les plus anciennes traces de culture remontent à environ 5000 ans avant Jésus-Christ et elles ont été trouvées en Chine centrale dans la province de Hunan. Un peu plus tard, on le retrouve au nord de l'Inde, sur les rives du Gange. Les premiers écrits de la riziculture, la culture du riz, est une ordonnance impériale chinoise qui date de 2800 ans avant Jésus-Christ. Alors, la culture du riz se répand vers le sud de l'Inde et au travers la Chine, ensuite en Corée, au Japon, en Indonésie et en Thaïlande, et se déplace ensuite vers l'ouest en Perse. En 320 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand rapporte la culture de riz en Grèce. De leur côté, les Arabes la répandent en Égypte, puis aux alentours du 5e siècle, ils l'étendent sur les côtes orientales de l'Afrique et à Madagascar. Les Maures introduisent le riz en Afrique du Nord, puis en Espagne vers le 6e siècle, d'où il s'étend vers l'Italie. Les Turcs, quant à eux, ils font pénétrer le riz dans la plus grande partie de l'Europe au sud-est. De leur côté, les Portugais l'apportent en Guinée au milieu du 15e siècle. Les Portugais ensuite introduisent le riz au Brésil et les Espagnols en Amérique centrale et dans certaines parties de l'Amérique du Sud. Une légende raconte qu'en 1696, un bateau qui venait de Madagascar s'est échoué sur les côtes de la province de la Caroline aux États-Unis. Pour remercier les Autochtones de leur aide pour réparer le bateau, le capitaine a offert des sacs de riz de sa cargaison. C'est le début de la riziculture en Amérique du Nord. Parce que oui, en Amérique du Nord, on cultive le riz. Alors au 17e siècle, la région est considérée comme le grenier du riz aux États-Unis, mais en raison des cyclones fréquents et violents, les États de la Caroline sont remplacés par l'Arkansas, la Louisiane et le Texas. Le riz est devenu le premier produit agricole d'exportation d'Amérique l'année de son indépendance en 1776. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. En Californie, la culture s'est développée à partir de 1860, date de la première récolte et du fait de la ruée vers l'or et d'une arrivée massive d'immigrants chinois sollicités pour la construction des chemins de fer. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas le pâté chinois qui a nourri les Chinois pendant qu'ils ont construit les chemins de fer, mais bien le riz californien. Donc, pour la paella, on a besoin de 4 morceaux de poulet pilon ou haut de cuisse, 1 cuillerée à table de beurre, 3 cuillerées à table d'huile végétale, du sel et du poivre, un oignon haché, 2 gousses d'ail hachées, un demi-poivron coupé en dés, 1 demi-cuillerée à thé de paprika, 2 pincées de safran,
1 demi-tasse de vin blanc ou de bouillon, 4 tasses de bouillon de poulet, 2 tasses de riz à grains longs ou de riz bomba, 2 tomates italiennes épipinées et coupées en dés, 1 demi-tasse de petits pois surgelés, quelques crevettes et 2 cuillerées à soupe de persil frais. Alors, quand on fait une paella, ça va toujours mieux quand notre bouillon est réchauffé. Alors, j'ai fait réchauffer mon bouillon. Alors, dans une belle grande poêle ou une poêle à paella ou un faitout, on va dorer les morceaux de poulet dans le beurre avec une cuillerée à table d'huile pendant environ 5-6 minutes pour les colorer de tous les côtés. Dans la même poêle, je vais ajouter un petit peu d'huile et je vais faire revenir mon oignon, mon ail et mon poivron avec le paprika et le safran. Pour ce qui est du safran, moi, je vous propose vraiment de prendre du safran américain qui va vous coûter à peu près 50 sous le gramme. Tandis que si vous prenez du safran espagnol, là, on est plus à 1 $, 1,25 $ le gramme. 1 gramme de safran, c'est vraiment pas beaucoup. C'est comme une pincée. Pour ce qu'on en fait, à moins que vous soyez des grands amateurs de safran, je ne suis pas certaine que le jeu en vaut la chandelle. Alors, mes légumes sont attendris, mes épices sont vraiment odorantes. Alors, je vais déglacer avec le vin. Si vous n'avez pas de vin, vous remplacez par du bouillon de poulet. Et là, quand on déglace, on veut vraiment aller décoller tous les sucres dans le fond de la casserole. Alors, quand tous nos sucres ont décollé, on va ajouter le tiers de la quantité de notre bouillon. Ça veut dire à peu près 1 tasse et 1/3, notre bouillon qu'on a fait chauffer. Et je vais porter à ébullition et quand ça va bouillir, je vais ajouter mon riz en pluie dessus. Ça veut dire que je vais le saupoudrer dessus. Le but de cette opération-là, c'est que le riz ne colle pas tout ensemble. On constate ici que le bouillon est tout absorbé par le riz. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter la balance du bouillon. Et voilà. Je vais ajouter les morceaux de poulet. Je vais rajouter aussi les tomates. Et voilà. Et on va poursuivre la cuisson doucement pendant une vingtaine de minutes ou jusqu'à temps que le riz soit complètement cuit et le poulet aussi complètement cuit. On va remuer doucement, on sale, on poivre pour réajuster le goût. Le riz est tout cuit, il me reste presque plus de bouillon dans le fond. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mon poulet juste parce que je ne veux pas le démolir quand je vais brasser. Alors à ça, tout ce qui nous reste à ajouter, c'est les petits pois. Ça va venir nous donner un punch de couleur. Je vais ajouter le persil, qu'on ajoute à la dernière minute parce qu'on veut goûter le persil. Je vais remettre mon rond à feu doux. Je vais ajouter mes crevettes et quand mes crevettes vont devenir toutes roses, elles vont être cuites. Dans la paella traditionnelle, après l'étape où les crevettes sont cuites, on va planter des moules debout dedans et on va refermer le couvert jusqu'à temps que les moules ouvrent. Alors ça, c'est vrai dans la tradition espagnole, mais ici, les moules à ce temps-ci de l'année étant dispendieuses, et de toute façon, toute l'année, elles sont dispendieuses, bien, j'ai décidé de ne pas en mettre. Vous pourriez, si vous le voudriez, mettre des moules congelés. Ça s'achète dans les produits congelés là, à la même place que les crevettes.
Mais Nord-Américains que nous sommes avons aussi notre riz bien à nous. Il s'agit du riz sauvage, mais ce n'est pas la même famille que les autres riz. Ce n'est pas un oryza. C'est un herbacé, alors qui s'appelle en fait la zizanie des marais. Son arôme puissant fait du riz sauvage américain un véritable régal. Pourtant, botaniquement parlant, il ne s'agit pas de riz, mais plutôt d'une plante aquatique. Il pousse le long des rivières et des rives de lacs canadiens, les Grands Lacs par exemple, et dans le golfe du Mississippi, et a conquis sa célébrité comme grain noir des Indiens. Son nom lui vient de sa capacité à pousser naturellement à l'état sauvage dans les marais et les zones humides sans attention ou intervention particulière. Il était traditionnellement consommé par les tribus amérindiennes locales et la conquête de l'Amérique a permis aux Européens de connaître cet aliment-là. Ce n'est que dans les années 50 qu'on a commencé à en produire industriellement et à améliorer la récolte. Alors ici, au Québec, on retrouve les riz bruns ou les riz complets. Ces grains-là de riz sont constitués de l'amidon du riz et du germe et il est enveloppé de son son ou de sa péricarde. Le passage au moulin, effectué en général dans le pays d'origine, l'a débarrassé de sa balle, la balle qui sera ensuite utilisée pour produire de la chaleur ou de l'énergie. Le riz blanc, lui, il s'obtient par une transformation complémentaire au riz brun. Donc, on prend le riz brun et on lui retire son germe et son son, et ainsi, on élimine les dernières traces de poussière et on les polit pour que le riz devienne très lisse. Donc, les sous-produits ou les résidus de transformation sont entièrement recyclés en nourriture pour les animaux dans les pays où ils ont été transportés. On utilise aussi le germe du riz pour faire de l'huile de germe de riz. Une huile qui est comestible, très délicate, de grande qualité qu'on trouve très peu ici. Alors, quand les riz sont bien nettoyés et bien prêts, ils sont mis dans des silos et ils sont stockés. Et ensuite, ils sont empaquetés pour le transport. Le riz minute, quant à lui, c'est du riz blanc qu'on a fait étuver et qu'on a déshydraté à nouveau. Il ne contient à peu près plus de valeur nutritive et il est vraiment très blanc. Pour le riz cantonais, on a besoin de 2 tasses de riz cuit, donc une tasse de riz sec que vous aurez fait cuire, une demi-tasse de maïs en grains, une demi-tasse de petits pois surgelés, 2 onces de chorizo ou de saucisse chinoise, 2 œufs, une carotte en petits morceaux, une cuillerée à soupe d'huile végétale, 2 échalotes, une cuillerée à table de sauce soya, du sel et du poivre. Dans ma poêle, je vais faire chauffer mon huile et je vais faire revenir le chorizo quelques minutes et ensuite je vais ajouter les carottes. Pendant que les carottes et le chorizo cuisent, je vais casser les œufs et les battre. Dans ma poêle, je viens ajouter ma sauce soya et mon riz. Et on mélange bien pour décoller les grains de riz ensemble. Ensuite, j'ajoute les pois, le maïs. On prend le temps de bien racler la poêle parce que c'est avec une cuillère de bois ou une spatule en silicone parce que c'est vraiment le meilleur, ce qui est collé dans le fond. Je vais aussi ajouter la ciboulette. Et on verse les œufs battus et on va mélanger jusqu'à temps que l'œuf se répartisse dans tout le riz et qu'il colle au grain de riz.
Donc, j'ai mis sur la table différents types de riz, puis je vais vraiment vous les montrer un par un pour vous montrer les différences parce que on pense des fois que toutes les grains de riz sont pareils, mais c'est vraiment pas le cas. Si vous êtes observateur, vous allez vraiment noter des différences assez importantes. Dans les riz à grains courts et les riz qui sont vraiment plus collants, j'ai ici le riz Calrose qui est pour, mettons, faire les sushis. Puis dans la même catégorie de grains, on a les riz arborio, donc les riz italiens. Alors ces deux-là, les grains de riz sont très ressemblants et c'est normal. Ce sont deux riz qui sont très collants. Alors, dans les riz les plus foncés, je vous ai apporté du riz noir. Alors ça, c'est du riz, c'est considéré comme les riz à grains longs. Alors, vous constatez que c'est un petit grain fin, dans la famille des Oryza toujours, et que si je mets le riz sauvage à côté, vous allez constater que le grain, sa forme n'est pas tout à fait la même. Il est plus long, puis il est plus pointu aussi. Alors, ce riz-là, c'est un riz d'origine nord-américaine. Je vais vous mettre côte à côte le riz au jasmin ici avec le riz basmati. Vous allez voir que le riz basmati, le grain est un petit peu plus opaque que le riz au jasmin, mais c'est dans la même famille de riz, là, les riz à grains longs toujours. Ici, j'ai le basmati brun qui est la même chose, mais moins travaillé que le blanc. Ensuite, on a le riz ici à grains longs en blanc et en brun. Alors, on constate que ça se ressemble beaucoup, mais que le riz brun est plus fin un peu, mais c'est la même variété. Puis, je vais vous mettre à côté de ça le riz minute, qui est le même riz que le riz blanc, mais qui a été déshydraté. Le riz minute est beaucoup plus blanc, puis contrairement au riz blanc ici, au riz à grains longs blanc, qui est tout doux, qui est tout poli, ici c'est rugueux dessus, parce que justement, il a été étuvé et déshydraté à nouveau. Alors, ce riz-là, on le connaît pour le riz minute qu'on met 5 minutes dans l'eau chaude et que c'est prêt. Alors, c'est une alternative qui est intéressante quand on est pressé. Le marché nous offre plein de types de riz aussi pour nous faciliter la vie. Alors, des riz à cuisson plus ou moins longue ou des riz que la cuisson, elle est déjà faite, qu'on a mis en conserve ou qu'on a mis sous vide. Par exemple, les petits cups minutes ici, le riz en conserve ici sont des facilitateurs de vie, je vais le dire comme ça. Et puis, on a les types en sachet aussi là, qui ne prennent pas beaucoup de temps et qui sont déjà assaisonnés. Pour le risotto au filet de porc parfumé au balsamique, on a besoin de un oignon haché, une branche de céleri haché, 3 cuillerées à table d'huile végétale, 2 tasses de riz arborio ou carnaroli, 1/4 de tasse de vinaigre balsamique, un petit filet de porc, 4 tasses de bouillon de poulet et 2 tasses d'eau bouillante, un petit peu de prosciutto ou de chorizo, 2 cuillerées à table de parmesan râpé et un quart de tasse de basilic frais. Dans ma casserole à fond épais, je vais faire chauffer mon huile et je vais faire rissoler mon céleri et mon oignon. Pendant que mes légumes cuisent, je vais aller rincer mon riz. On va ajouter le riz et on va le faire cuire à sec pendant 3 minutes. Je vais ajouter à ça ma viande. Alors, mon filet de porc que j'ai coupé en petits morceaux avant. Alors, dans la recette, il disait du prosciutto. J'ai plutôt opté pour du chorizo parce que c'est ça que j'avais en frigo. Et je vais ajouter à ça mon vinaigre balsamique. Je vais rallumer mon feu puis je vais cuire jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de liquide dans le fond. Ce ne sera pas vraiment long. Ensuite, on va verser une louche du bouillon chaud dans le riz et on va le faire cuire en le brassant tout le temps jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de liquide. Et on va refaire cette opération-là jusqu'à ce qu'on ait passé tout notre bouillon.
Et pour faire ça, ça prend du bouillon chaud. Alors, notre risotto est prêt. Il pourrait s'assécher davantage, mais il y en a qui aiment ça plus crémeux, d'autres un peu plus sec. Sauf que moi, je le donne, le risotto, à des organismes à but non lucratif et quand il va refroidir, il va vraiment se figer ensemble. Alors, c'est pour ça que je ne veux pas trop le faire cuire. Mais à la maison, si vous préférez qu'il soit plus sec, vous pourriez le cuire davantage. Ensuite, à ça, j'ajoute le parmesan. Je sais que dans les ingrédients, je vous ai dit du basilic frais, mais moi, j'utilise du basilic en tube. C'est une pâte de fines herbes. Alors, j'aime beaucoup ces produits-là parce que c'est durable, ça se conserve longtemps et puis ça fait un plus grand rendement que si j'avais acheté un plant, par exemple. Et comme je déménage souvent pour les cuisines collectives, c'est beaucoup plus facile à transporter aussi. On met un couvert là-dessus et on attend 2 minutes. C'est prêt à servir. Je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine où toutes les recettes y sont. Je vous attends la semaine prochaine. On va parler du pain. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.